J'ai décidé, je vous en avais parlé pendant les lives de Noël, de passer tous mes lives sans exception sur Twitch, parce que je trouve que c'est un format qui est beaucoup plus sympa et qui est beaucoup plus interactif. Et YouTube, ça restera vraiment ma chaîne vitrine sur laquelle je vais pouvoir transférer un petit peu ce que je fais de Twitch à là-bas. Aussi tout ce qui va être présentation, comment, des trucs un peu plus formels, plus carrés. Et donc du coup, le vlog de jeu, pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, il s'agit tout simplement d'un petit débrief sur les derniers jeux auxquels j'ai joué ces derniers jours. La Fiesta de los Muertos, tout simplement, c'est un jeu coopératif d'ambiance. Donc c'est un jeu que j'ai joué donc ce réveillon-ci, donc hier. Voilà, cette nuit, et qui est un jeu que je ressors souvent quand j'ai des soirées comme ça avec des groupes et tout, parce que c'est très très cool, c'est hyper intuitif. En fait, le principe, c'est que chaque personne va recevoir un personnage fictif ou réel, mais un personnage qui est mort, et en fait on va écrire à l'intérieur d'un petit crâne le nom de ce personnage, et en dessous on écrit un indice. Le truc, c'est qu'on écrit un indice et puis on fait passer sa plaquette à son voisin, on reçoit la plaquette d'un autre voisin, on efface l'indice qu'on vient de recevoir et on écrit la suite. En fait, ici les indices vont tellement se modifier que en fait on arrive à des trucs complètement rien à voir. Par exemple, moi j'ai eu qu'est-ce que c'était hier où je me suis dit mais c'est quand même pas possible, c'est stupide à mort. C'était ah oui on avait on avait hiberné, et c'est pas tout à fait de ma faute, hein. On avait hiberné pour Bruce Lee. Parce que attention, on rebobine, je vais vous expliquer. Donc hiberné parce que j'ai reçu ourson, et la personne avant moi avait reçu ourson, enfin avait reçu panda, et donc la suite de panda c'est ourson. Et la personne avant avait reçu kung fu, et donc évidemment pour kung fu, la suite de l'indice c'est forcément panda, parce que kung fu panda. Mais comment? À quelle heure? Pourquoi? Le truc évident, ça aurait été d'écrire après kung fu karaté ou judo ou aikido ou ce que tu veux. Mais pas panda, parce que en fait panda n'a rien à voir avec kung fu, sauf pour la personne qui a lu le mot et qui a dans sa tête le titre kung fu panda. Donc voilà, c'est pour vous expliquer à quel point ça peut devenir vraiment stupide, mais stupidement drôle. Et ce jeu est absolument génial, ça marche de manière archi efficace absolument tout le temps. Le deuxième jeu auquel on a joué, qui je peux le comprendre est peut-être un petit peu plus clivant, c'est In Vino Morte. Alors en fait, il fait partie de la collection des jeux portefeuille, donc les micro-games de chez Matago, c'est des localisations des Button Shy, c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai, en anglais la collection s'appelle comme ça. Et l'idée c'est que dans ce jeu portefeuille qui coûte 7-8 € max, vous avez chaque fois tout un concept de jeu avec pas le même auteur, pas le même matos, si ce n'est que c'est toujours des cartes. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment bon parce qu'en fait ça m'a fait penser à un Mascarade totalement épuré de l'entièreté de son côté stratégique. Ici on est vraiment 100% et purement dans le social game, donc c'est vraiment le jeu où on va devoir scruter ses voisins et se dire ok alors, donc je suis invité chez lui, donc il est sûr et certain que comme c'est l'hôte, je peux pas lui donner une bouteille de poison, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a que 2 cartes dans le jeu, il y a des cartes vin, il y a des cartes poison, et le but c'est d'essayer de ne boire que des verres de vin et d'empoisonner les autres, donc ça c'est très très drôle. C'est une distribution que je fais comme ça en âme et conscience, je peux décider de mettre que des poisons dans le jeu, sauf chez moi, mais le problème c'est que quand c'est à ton tour de jeu, en fait tu choisis, tu dis soit j'accepte cette carte qui est devant moi et je la bois, en me disant bah peut-être qu'en fait on m'a donné un verre de vin, soit en fait je vais faire un échange, et par exemple je trouve que la personne qui a distribué les cartes est particulièrement méchante et elle s'est sûrement réservé une bouteille de vin pour elle pour se sauver, donc je vais swapper les cartes, etc. etc. Chaque joueur fait ça. Si tu décides de boire ta bouteille et que c'est du poison, t'es out, et c'est un battle royale, c'est-à-dire qu'en fait on va faire élimination par élimination. Si tu dis ok j'échange, tu gardes un petit peu le suspense jusqu'à ce que tout le monde ait agi, et là c'est révélation, et tous ceux qui ont un poison devant eux meurent et ne participent pas à la deuxième manche. Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous on n'a pas du tout fait ça, on a fait que des manches où chaque fois on faisait une redistribution à tout le monde, donc on n'a pas fait le battle royale parce que c'est comme les jeux de loup-garou, c'est pas marrant de regarder les autres s'amuser 40 minutes, après en toute honnêteté ça dure 3 minutes une manche, et c'est ça qui est vraiment super super bon. Et il y avait ce truc de ah non, eux ils sortent ensemble, ils vont pas se donner des bouteilles de poison, au contraire eux ils sortent ensemble, c'est sûr qu'ils vont s'empoisonner mutuellement. Et donc c'était vraiment drôle parce qu'on était plus dans l'analyse de comment fonctionnaient les différentes personnes qui allaient distribuer tour à tour les bouteilles de vin ou les bouteilles de poison. Si vous aimez les jeux un peu déduction sociale comme ça va vraiment beaucoup vous plaire. La petite règle de jeu mignonne, vous avez la petite bouteille de vin sympathique, la bouteille de poison pas sympathique, et vous avez le dos de carte qui est donc un petit verre de vin et qui est le même, peu importe ce que vous avez devant vous. Prenez des cryptos, prenez Just One, vous les fracassez et bim,
vous avez le jeu 3 chouettes mots. C'est un jeu assez rigolo, moi j'aime beaucoup. C'est un jeu dans lequel en fait on va jouer équipe contre équipe, donc on va former des équipes qui sont normalement des pairs. Évidemment si vous êtes en nombre impair, il y a une équipe de 3, c'est pas très très grave. Oui c'est ça, prenez une boîte, prenez l'autre et bim, et elles sont abîmées. On va avoir donc un membre de son équipe à qui on va devoir faire deviner un mot sur 3. Donc en fait on a une carte, voilà, j'ai fenêtre, viande et escalier, je lance un dé, le dé me dit tu dois faire deviner viande à ton ou tes coéquipiers. Ceci n'est pas du tout un exemple qui s'est passé hier, pas du tout. Donc, par exemple, je reçois le mot viande et je me dis, ok, il faut que je fasse deviner ça à mes équipiers, comment je vais faire? Soit je vais faire des trucs très très évidents du style steak, saignant, et par exemple, je sais pas moi, cuisson, ou hachis, non, bah non, je vais pas faire ça. Parce qu'en fait, les autres équipes en attendant sont en train d'écrire des mots qu'elles pensent que je vais utiliser. Et donc, si il se trouve que les autres équipes écrivent exactement mes mots, elles vont gagner des points. J'écris des trucs du style marcassin, parce qu'on est en pleine saison du gibier et qu'en plus j'ai cuisiné un civet de marcassin, mes aïeux, mais incroyable, il y a quelques jours. Donc je me dis, mon copain, il va trouver. Bien sûr qu'il va trouver. J'écris bleu parce que la cuisson bleue, c'est comme la cuisson saignante. C'est un peu connu, mais en même temps, les gens, ils pensent plutôt saignant ou à point que bleu. Et puis, j'écris carnivore. Parce qu'au cas où il y aurait un doute, les carnivores, ils mangent quoi? Des laitues, bien sûr. Donc, j'écris ces 3 indices. Donc, nous avons littéralement marcassin, bleu et carnivore. Et là, je vois les 2 membres de mon équipe, c'est toujours un exemple fictif, bien sûr, qui rentrent dans un débat en disant « Attends, pourquoi marcassin? Ah, c'est quand même super spécifique. Et si c'était sanglier et bleu? Pourquoi bleu? Ah mais oui, parce que les bleus, l'équipe de foot de France, et donc du coup, les sangliers en France, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à Obélix, en plus il a un pantalon bleu. Par contre, je vois pas pourquoi carnivore. Ah, peut-être parce qu'il aime particulièrement les sangliers. Ah oui, ça doit être ça. C'est soit de Gaulois, soit Obélix. Et donc moi, je les vois comme ça, effarés, petit à petit, en train de me décomposer. Et donc, du coup, c'est toujours un exemple, hein, fictif. Et je suis en train de me dire, j'ai voulu essayer de faire un peu de subtilité. Parfois, faut juste pas, quoi. Et donc, on s'est retrouvé avec une équipe qui disait, bien sûr, le mot, ça doit être Obélix. Et moi, j'étais, mais non, mais comment, mais pourquoi? Mais non, c'était juste viande, le truc le plus simple du monde, c'est viande, quoi. Le marcassin, c'est de la viande, les carnivores mangent de la viande, bleu, la cuisson de la viande, la meilleure, enfin, il n'y a pas de doute. Quand on voit que ça match, qu'on a trouvé les indices des autres, ça crée aussi un chouette sentiment, donc c'est vraiment très rigolo. Le seul truc, c'est qu'effectivement, le fait de chuchoter avec les autres peut parfois un peu... Enfin voilà, il faut pas parler trop fort, c'est un peu chiant, etc. Mais c'est vraiment le seul petit point négatif. Donc non, moi je le trouve vraiment génial. J'ai passé un super bon moment et je pense que je le ressortirai très très facilement. Comme ça, je vous montre aussi. Alors, il s'agit du plateau sur lequel on va avancer. La première équipe qui arrive au bout du plateau, soit à coup d'interception ou de bon devinage, gagne la partie. Le dé qui vous dit quel mot vous devez faire trouver, etc. Donc, et le petit carnet sur lequel vous pouvez écrire, mais honnêtement... hier, il y avait une équipe qui écrivait sur son téléphone parce qu'ils n'avaient pas envie d'écrire sur des feuilles, ça marche aussi. Donc Dinosaur World, c'est aussi un jeu auquel j'ai joué cette semaine, donc j'ai profité d'avoir un petit peu de jours de soufflage après la semaine horrible de Noël. C'était très très bon Dinosaur World, déjà parce que je suis une adepte des jeux de placement d'ouvriers, des jeux de développement, des jeux avec des dinosaures, il m'en fallait vraiment pas beaucoup plus. Pour que je sois conquise. Donc, il s'agit d'un jeu dans la lignée des Dinosaur Island, Totally Liquid, Dinosaur Roar and Ride, etc. Donc on a un jeu dans lequel on va construire un parc d'attractions de dinosaures. Et donc l'idée c'est que vous allez avoir pour commencer une petite plaquette qui ressemble un petit peu à celle de Suburbia. C'est-à-dire que vous avez cette plaquette où vous allez petit à petit placer des tuiles qui représentent les différents types d'attractions que vous allez mettre dans votre parc. Voilà, là. Et sur ces plateaux, donc, vous avez les différentes catégories de ce que vous pouvez acheter comme tuiles qui vont améliorer votre parc. Une fois que vous les avez payés, vous les mettez chez vous et ensuite vous allez pouvoir les utiliser ou les développer un peu plus. Parce que si j'achète un enclos à T-Rex, il faut encore que je foute des T-Rex dedans. Au début de la manche, on a sélectionné une petite carte avec un ensemble de meeples qui sont soit des spécialistes, soit des saisonniers dont on s'en fout. Et on va pouvoir les attribuer aux différentes actions. À savoir, si évidemment je mets un spécialiste de la finance sur le truc récolter des fonds, je gagne plus de pièces que si je mets le garagiste sur récolter des fonds. Donc je vais essayer de faire en sorte de placer mes ouvriers au bon endroit pour optimiser le plus possible mes
des actions. Et c'est des actions qui vont me permettre de récupérer et de modifier de l'ADN. C'est des actions qui vont me permettre de fabriquer des dinosaures pour les mettre dans mes enclos, d'améliorer ma Jeep, d'améliorer plein de trucs dans mon parc. Parce qu'en fait, ici on se focalise vraiment sur le côté visite de parc. Je vais essayer de créer le maximum de fun, le maximum de entertainment possible pour mes visiteurs parce que c'est des sales cons. En fait, ils font que faire la gueule et donc l'idée c'est qu'il faut que je leur propose à chaque fois que j'ai placé mes petits ouvriers un peu partout, il faut que je leur propose le circuit le plus amusant possible où ils ne sont pas encore passés parce qu'à chaque fois qu'ils revoient une attraction, ils font « Oh non, c'est vraiment nul !» Moi, quand je vais à Peridaisa, je suis toujours ravie de voir les pandas, je suis toujours ravie de voir l'aquarium, je ne suis pas en mode blasé, eux bien. Donc, on va devoir leur proposer un petit passage, attraction par attraction, en se disant j'optimise pour à la fois gagner des points de fun, qui va me donner donc beaucoup de thunes, et des points de victoire, ce qui est très important. Mais alors le truc c'est que aussi c'est dangereux, parce que comme on élève des dinosaures, on va pas se mentir, on a bien appris la leçon grâce à Jurassic Park maintenant, les visiteurs sont prévenus, ils peuvent canner, manger par un raptor, et c'est exactement ce qui va se passer. On va faire donc le trajet de sa Jeep, passer par les différentes attractions. Les gens vont se régaler de fun et de différentes expériences toutes plus dingos les uns que les autres, se faire manger aussi, mais ça c'est comme ça, t'as envie de jouer dangereusement, bah tu crèves et tant pis. Et puis ensuite on rentre et on va pouvoir entamer la prochaine manche et on va faire un ensemble de 5-6 manches comme ça où on va chaque fois essayer d'améliorer sa Jeep, améliorer son parc, faire en sorte quand même de, ok, c'est normal que les visiteurs meurent, mais ce serait bien qu'ils meurent plus chez mon adversaire que chez moi, et c'est vraiment très chouette, moi j'aime beaucoup. Ça a l'air extrêmement agressif la façon dont je décris ça, mais c'est parce qu'en fait c'est vraiment... oui, c'est méchant en fait, c'est méchant, les dinosaures mangent des gens et c'est comme ça. J'ai trouvé toutes les sensations que j'aimais de gestion de parc, j'ai trouvé les sensations que j'aimais aussi de me dire... j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit côté un peu aventureux, où je lance des dés, peut-être les gens vont se faire manger, etc. Après, j'aime toujours Dinosaur Island, j'y jouerai toujours avec plaisir. Mais voilà, voilà, moi je suis une victime, donc du coup, chez moi, ils peuvent coexister tout à fait sans que j'ai eu l'impression de me dire oh non, je me fais pigeonner, j'ai 4 fois le même jeu. Ben non, c'est encore différent. Je vous dirai quand j'aurai essayé le Roar and Ride en détail si ce qu'il apporte encore. Est-ce que j'ai la place pour caser tous ces jeux ? Alors, je ne sais pas. Je vais te dire que peut-être que chaque année, je liquide entre 200 et 400 jeux que je donne soit à des assos, soit à des ludothèques. Cette année, par exemple, j'en ai donné à peu près 300, je pense, à une maison de jeunes et 2 ludothèques différentes. Donc, voilà. Moi, j'aime bien le ressortir régulièrement parce que je trouve qu'il marche à peu près avec tout le monde. Comme je dis, on est parfois plus sur la jugeote que sur vraiment le côté intellectuel. Et en fait, le principe de Contrario, c'est que on va avoir un ensemble de mots ou d'expressions qui sont modifiés. Et donc, c'est soit des similitudes, soit des contraires. Et alors, en fait, ce qui est assez chouette, c'est qu'on va devoir faire deviner. Donc, la petite Normandie. Et donc, on doit réfléchir, on doit se dire, ok, est-ce que c'est le contraire de petit, ce qui est petit et grand, ou au contraire, c'est un similaire, donc ce serait un petit, minuscule, petit et Normandie. Qu'est-ce qui est proche de la Normandie dans l'idée, ou qu'est-ce qui est le contraire? Et évidemment, si vous êtes français, et même si vous êtes belge, vous connaissez la rivalité légendaire entre la Normandie et la Bretagne, et donc vous dites, ah mais oui, mais bien sûr, c'est la Grande-Bretagne. Et donc, voilà, c'est juste un jeu de rapidité, un petit jeu de quiz super drôle, super intéressante, où on va devoir essayer de deviner des contraires ou des similaires ou des expressions, des titres de films, des bouts de chansons, etc. Le marcassin sanglant, le marcassin bleu, attention, le steak saignant, tout à fait. Il y en a qui ont compris comment ça fonctionne ici, donc c'est très juste. La grosse gifle de cet après-midi, et c'est la guerre de l'anneau. Alors il faut savoir que moi j'aime énormément Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre qui m'accompagne depuis que j'ai 9-10 ans, parce que j'ai lu les bouquins, j'ai regardé les films, etc. C'est vraiment une belle histoire que j'ai eue avec cet univers depuis toujours, et les jeux de société qui sont sortis sur ce thème ne passent pas à côté, donc j'ai joué au Seigneur des Anneaux, le jeu coopératif de Knizia, j'ai joué à Voyage en Terre du Milieu, j'ai joué au jeu de cartes coopératif, donc j'aime vraiment beaucoup, et la guerre de l'anneau, c'était un peu un de ceux qui manquait à mon palmarès. J'ai eu envie de m'arracher les cheveux parce qu'en fait j'ai pas du tout trouvé d'image qui représentait ce qu'il se passait, donc je vais vous mettre une image nulle d'un plateau vide, mais c'est pas grave, la prochaine fois je vous montrerai des photos que moi j'ai prises. La guerre de l'anneau, donc c'est un wargame pour deux joueurs, normalement ça peut se jouer jusque 4, mais c'est sans intérêt, c'est vraiment pour 2 que c'est le mieux, où chaque joueur va faire une des forces qui s'affrontent évidemment dans l'univers du Seigneur des Anneaux, à savoir soit les salopards du Mordor ou les gentils peuples libres qui luttent ensemble. Et l'idée c'est que chaque
faction a deux manières de gagner. Donc soit, de toute façon c'est la même échelle d'un côté ou de l'autre. C'est par exemple les méchants du Mordor, s'ils atteignent 12 points de victoire militaire, ils gagnent. 10 points de victoire militaire, pardon. Et les gentils, s'ils atteignent 4, parce qu'ils sont tellement nuls, les gentils militairement, que s'ils atteignent 4, c'est déjà un miracle, c'est que l'autre a joué comme une clinche. Inversement, comme ils sont particulièrement nuls militairement, en fait, ce qu'ils font, c'est surtout essayer de distraire le Mordor pour pouvoir amener la communauté de l'anneau dans la montagne du destin et balancer l'anneau au fond du volcan. C'est un peu une course, en fait c'est 100% une course où l'idée c'est qu'à chaque tour vous allez avoir l'occasion de faire plusieurs choses. Donc la première chose c'est récupérer des cartes qui sont des cartes actions que vous pouvez jouer, elles sont divisées en deux, soit pour un événement précis, soit pour un renfort militaire. Donc vous avez ces cartes et vous savez qu'elles sont archi puissantes, mais vous savez aussi qu'elles sont totalement dépendantes du timing du jeu, dépendant de où sont les joueurs, que font-ils à ce moment-là, à quel niveau d'avancée du jeu on est. Par contre, l'aspect militaire est vachement bien dans la bataille que je m'apprête à mener. Ensuite on lance un pool de dés, dépendant aussi de comment on veut les allouer. Est-ce que je veux plutôt utiliser mes dés pour traquer la communauté, parce qu'évidemment j'ai joué la bitch du Mordor. Donc est-ce que je vais plutôt essayer de traquer la gentille communauté et mettre la gifle de sa vie à Frodon, ou est-ce que je vais plutôt aller raser l'entièreté des villes de la Terre du Milieu? Donc j'ai décidé de raser les villes, je trouvais ça plus rigolo, et donc j'ai joué 100% militaire. L'idée c'est que la majorité du temps j'alloue mes dés à du renfort de troupes, donc je peux chaque fois faire venir de plus en plus de troupes sur le plateau. Chez moi c'est infini parce que de toute façon Mordor respecte rien et c'est de la chair à canon, et nous on fabrique nos troupes dans la terre pendant que les autres bouseux là ils doivent les élever pendant 20 ans. Je les déploie, j'attaque des villes, j'ai des Nazgûl de folie qui arrivent dans tous les coins, qui me permettent de relancer des dés. Je suis imbattable. L'autre joueur en face va pouvoir faire son petit bonhomme de chemin en disant bah voilà, ok, moi je sais que j'ai aucune chance militairement, à moins qu'elle joue comme un pied, et c'est vrai que les premiers tours j'ai pas joué brillamment, mais donc je vais plutôt essayer de me concentrer pour allouer mes dés à des actions telles que amener la communauté de petits havres de paix en havre de paix, et vas-y qu'on part de Foncombe et qu'on arrive jusqu'à la Lorient, où là Galadriel nous accueille et nous donne des fioles magiques, et donc on va pouvoir se faufiler gentiment dans les petites portes du Mordor pour pouvoir aller jeter cette belle bague au fond du volcan. La résistance héroïque du joueur en face, même si militairement il pourra jamais gagner, me bloque suffisamment longtemps pour lui donner lui le temps d'arriver à la montagne et cramer cet anneau. À aucun moment on a l'impression qu'un joueur prenait totalement le dessus sur l'autre. Je serais ravie d'en refaire une et de me dire ok, maintenant je sais ce que je joue, je rejouerai probablement les méchants parce que c'est plus facile, c'est clairement plus facile, mais j'ai envie d'essayer autre chose. Est-ce que j'ai envie d'essayer d'intercepter la communauté de l'anneau cette fois-ci? Est-ce que j'ai envie d'essayer d'envoyer Frodon au fond du volcan? Peut-être. Et du coup on va se faire des bisous là-dessus, on va se dire au revoir, on va se dire à la prochaine, et moi je vais encore faire des petites choses sympas, et on se dit à mercredi. C'est bien ça mercredi, non?